Pendant que Trotsky est en train de lire le manuscrit de Mercader, celui-ci frappe. Il lui assène un terrible coup de piolet sur la tête. Le cri perçant que pousse Trotsky alerte les gardes. Mercader est appréhendé, roué de coups et arrêté. Le 21 août 1940, soit 26 heures plus tard, après un combat acharné entre la vie et la mort, Léon Trotsky rend l'âme. Il a 60 ans. Il aura fallu 16 ans à l'implacable et obstiné Staline pour obtenir ce qu'il voulait. La police mexicaine soupçonne, sans pouvoir le prouver, que Mercader est à la solde de la police secrète de Staline. Les psychiatres de la prison le décrivent comme un tueur sans véritable passion pour la justice ou la liberté, un assassin politique, un partisan de la manière forte, défendant un ordre nouveau. Mais la brutalité des méthodes a mis la police secrète soviétique dans l'embarras. La prochaine fois, il faudra établir une distance entre le meurtrier et sa victime, infliger la mort sans que sa cause soit identifiable, développer de nouvelles méthodes d'assassinat plus sophistiquées, plus dignes d'une police secrète. Moscou. Après la mort de Staline en 1953, la police secrète est réorganisée. Elle sera rebaptisée KGB et dotée d'une nouvelle génération d'armes. Mais le but demeure le même, supprimer les ennemis de l'État. Une de ces nouvelles armes est un pistolet pulvérisant des gaz toxiques. En appuyant sur la gâchette, on met le feu à une petite charge de poudre qui vaporise une ampoule de cyanure. La vitesse du jet provoque un arrêt cardiaque. Le pistolet est conçu pour être tiré de l'intérieur d'un journal roulé. Les prochaines victimes du KGB sont 2 anticommunistes ukrainiens réfugiés à Munich. Le tueur envoyé par le KGB a été choisi avec soin. Il est également ukrainien. Nom, Bogdan Stajinsky. Âge, 26 ans. Il utilise toutes sortes de faux noms. Titulaire de nombreux diplômes universitaires, il parle couramment le russe et l'allemand. Première cible de Bogdan Stajinsky, Lev Rebet, rédacteur en chef d'un journal nationaliste ukrainien qui a partie liée avec la CIA. Munich, 12 octobre 1957. Stajinsky attend sa victime au 8 Karlsplatz, dans l'escalier qui mène au bureau du journal. Rebet entre dans le bâtiment et Stajinsky lui vaporise un nuage de gaz de cyanure dans le visage. Selon les autorités, Rebet est mort d'une crise cardiaque. Le meurtre est impossible à déceler, le crime parfait. Stajinsky se sent désormais sûr de lui pour sa victime suivante. Cette victime suivante, c'est aussi un réfugié ukrainien. Stefan Bandera, un activiste particulièrement écouté qui œuvre pour l'indépendance de son pays. Une menace pour l'État communiste qui, par conséquent, doit être éliminé. Cette fois, le lieu de l'exécution est fixé dans l'appartement de Bandera, au 7 Kreitmayerstraße. « 15 octobre 1959. À 13 h, Stajinsky se poste dans l'escalier qui mène à l'appartement de Bandera. Celui-ci arrive enfin, les bras chargés de provisions. Et Stajinsky l'asperge de gaz toxique. Bandera meurt sur le champ. Le tueur à gages réussit à s'enfuir sans qu'on le voie et se débarrasse de son arme en la jetant dans un ruisseau tout proche.
L'autopsie révèle la présence d'une grande quantité de cyanure dans l'estomac de Bandera. Staszynski s'enfuit à Berlin-Est où il assiste à la retransmission télévisée de l'enterrement de Bandera à Munich. Il en éprouve un profond remords et entreprend une métamorphose radicale sur le plan personnel et politique. « 12 août 1961. Staszynski passe à l'Ouest et avoue ses crimes. Il est jugé pour double meurtre, mais le juge dira « Le véritable coupable est l'Union soviétique ». Staszynski est condamné à 8 ans de prison. Devant l'effet désastreux pour eux de l'affaire Staszynski, les soviétiques renoncent aux assassinats politiques directs. Mais le KGB est sollicité par les services secrets bulgares pour une nouvelle affaire. Ces derniers lui demandent une arme sophistiquée impossible à détecter. Le KGB accepte volontiers de prêter son savoir-faire et met au point une arme particulièrement inattendue. Elle se présente sous la forme d'une canne, dont la tige contient une seringue extrêmement pointue, pouvant injecter un poison mortel. Pour la victime suivante, l'arme sera dissimulée à l'intérieur d'un parapluie. Londres, septembre 1978. Georgi Markos, un réfugié politique bulgare, travaille pour Radio Free Europe, une radio de propagande anticommuniste qui émet depuis la BBC. Il a fui la Bulgarie en 1969. Auteur respecté, il gêne le Parti communiste bulgare. Il a publiquement dénoncé le train de vie des dirigeants du parti, et notamment celui du président bulgare, Todor Zhivkov. Pour ce dernier, Markov est un traître qu'il faut éliminer. Markov, qui est un homme d'habitude, prend sa voiture une fois par semaine pour se rendre de son domicile à un parking situé non loin du pont de Waterloo. Il fait ensuite 800 mètres à pied pour arriver au bâtiment de la BBC. Il retourne invariablement au parking à 18h30, en pleine heure de pointe, pour récupérer sa voiture au moment où prennent fin les restrictions de stationnement. 7 septembre 1978. Un homme qui connaît les habitudes de Markov l'attend sur le pont de Waterloo. Il porte un parapluie. Il trébuche et frappe Markov à la cuisse droite. Celui-ci ressent une légère piqûre, mais n'y prête aucune attention. L'assassin saute dans un taxi et disparaît. Markov ignore que son assaillant lui a implanté dans la jambe une pastille de poison lent. Il termine son travail à la BBC et dans la soirée est pris d'une forte fièvre. À l'hôpital St. James de Londres, il raconte au médecin qu'il a été victime d'une mystérieuse attaque d'un homme portant un parapluie. Il soutient qu'il a été empoisonné. Il ne tarde pas à tomber dans le coma et meurt le lendemain de septicémie. Scotland Yard décide d'ouvrir une enquête. Et les médecins découvrent une minuscule capsule dans la chair prélevée sur la cuisse droite de Georgi Markov. Voici la capsule, photographiée à côté d'une tête d'épingle. C'est par les 2 trous que s'est écoulé le poison. Des examens plus poussés vont permettre d'identifier ce poison, une toxine appelée le ricin, extrait de la plante du même nom.
Dans quelle mesure est-ce une substance mortelle? Comparé au cyanure sur la droite, quelques grains de ricin suffisent pour tuer. Il n'existe aucun antidote connu. L'assassin a disparu sans laisser de traces. Un autre ennemi de l'État vient d'être éliminé. Trois tueurs, émanant directement des services secrets d'une nation, ont supprimé des dissidents au mépris de toute règle de morale ou de droit international. Des exécuteurs dûment dotés d'un permis de tuer. Moscou. Après la mort de Staline en 1953, la police secrète est réorganisée. Elle sera rebaptisée KGB et dotée d'une nouvelle génération d'armes. Mais le but demeure le même, supprimer les ennemis de l'État. Une de ces nouvelles armes est un pistolet pulvérisant des gaz toxiques. En appuyant sur la gâchette, on met le feu à une... Pendant que Trotsky est en train de lire le manuscrit de Mercader, celui-ci frappe. Il lui assène un terrible coup de piolet sur la tête. Il aura fallu 16 ans à l'implacable et obstiné Staline pour obtenir ce qu'il voulait. La police mexicaine soupçonne, sans pouvoir le prouver, que Mercader est à la solde de la police secrète de Staline. Les psychiatres de la prison le décrivent comme un tueur sans véritable passion pour la justice ou la liberté, un assassin politique, un partisan de la manière forte, défendant un... Le cri perçant que pousse Trotsky alerte les gardes. Mercader est appréhendé, roué de coups et arrêté. Le 21 août 1940, soit 26 heures plus tard, après un combat acharné entre la vie et la mort, Léon Trotsky rend l'âme. Il a 60 ans. Ordre nouveau. Mais la brutalité des méthodes a mis la police secrète soviétique dans l'embarras. La prochaine fois, il faudra établir une distance entre le meurtrier et sa victime. Infliger la mort sans que sa cause soit identifiable. Développer de nouvelles méthodes d'assassinat, plus sophistiquées, plus dignes d'une police secrète.